Dans le dossier de presse du film, le cinéaste expliquait son intention. Il expliquait qu'il voulait réhistoriciser la nouvelle pour retrouver les racines des sentiments. De fait, Madame de La Fayette n'a pas vécu l'époque qu'elle évoque dans sa nouvelle, puisqu'elle l'écrit plus d'un siècle après les événements décrits. Donc les valeurs morales qu'elle discute sont plutôt celles de son propre siècle, du XVIIe, que celles d'un XVIe siècle un peu fantasmé. Donc on y sent ses préoccupations d'un XVIIe classique, comme le regard sévère porté sur les passions. On note également qu'elle reste très avare de descriptions proprement historiques, elle joue beaucoup de l'ellipse et de la concision. A l'inverse, Tavernier, il se plaît dans cette reconstitution historique qui plonge la princesse de Montpensier dans un réalisme qui est le propre de la majorité des films historiques aujourd'hui. Donc pour citer un film qui lui ressemble un petit peu, on pourrait, parce qu'il parle en plus de la même époque, on pourrait comparer avec La Reine Margot de Patrice Chéreau. L'œuvre cinématographique de Bertrand Tavernier est celle d'un habitué de l'histoire de France. Il s'est plongé dans le Moyen-Âge avec un film comme La Passion Béatrice, dans la Troisième République avec Le Juge et l'Assassin, dans la guerre de 14 avec Capitaine Conan, dans la période de l'occupation en France avec Laissez-passer. Donc c'est pas étonnant que ça lui plaise justement de se plonger dans le XVIe siècle en France. Donc avec La Princesse de Montpensier, il va multiplier des détails qui n'existent pas dans la nouvelle et qui permettent d'illustrer parfois avec humour le contexte historique. On pense par exemple à la brève scène du colporteur apothicaire qui va porter les nouvelles de la guerre, ou de la nuit de noces qui est réalisée en public afin de vérifier la virginité de la mariée, de la Passion de la reine mère Catherine de Médicis pour l'astrologie, ou des clins d'œil appuyés aux amateurs d'histoire. Je pense notamment avec la menace du duc d'Anjou, qui est le futur Henri III contre le duc de Guise, puisqu'il le menace de mort et effectivement il le fera assassiner beaucoup plus tard, mais pour d'autres raisons cette fois que des histoires de cœur ou de compétition autour d'une femme. Donc les costumes, comme les décors, comme les accessoires, participent d'une reconstitution très soignée qui n'est pas anodine. Peut-être on va mettre à part le fait que par exemple il a évité au personnage masculin de porter cette fameuse fraise qui était typique de l'époque, donc du coup ils ont des costumes un petit peu plus confortables, mais au-delà de ça c'est vraiment une reconstitution historique très soignée. Et le portrait du duc d'Anjou, encore une fois, est particulièrement intéressant puisqu'il joue de cette prétendue féminité du duc, du futur roi, que l'histoire avait faussement accusé d'homosexualité. Un autre élément intéressant de cette historisation, c'est la langue utilisée. La nouvelle de Madame de La Fayette était très avare de dialogue, on n'en compte que quelques-uns, et donc le scénariste dialoguiste du film s'est trouvé dans une complète liberté d'inventer cette langue. Le résultat est d'autant plus intéressant qu'il a choisi, donc ce dialoguiste, Jean Cosmos, de la dépoussiérer. Il ne fait pas parler ses acteurs en ancien François, ou il ne fait pas du Louise Labbé ou du Ronsard. La langue de la princesse de Montpensier est un heureux compromis entre la fidélité historique, de jolies envolées poétiques et une volonté véritable de modernité, avec parfois une petite dose d'humour. Je pense à la réplique d'Anjou à Guise quand il lui dit « j'allais dire à votre guise ». Voilà, c'est genre de petits jeux sur la langue qui est assez important dans le film. Donc le jeu même des comédiens, qui évite l'écueil traditionnel de la volonté de faire ancien et de parler ancien, aide justement à rendre cette langue fluide et moderne en ce que tous deux, donc la langue comme le jeu des comédiens, servent à caractériser et à différencier chacun des personnages, qui acquièrent dans le film, bien plus que dans la nouvelle, des personnalités bien tranchées, parfois presque anachroniques. Donc certains critiques, par exemple, ont pu voir chez le duc d'Anjou un ersatz de dandy, et même d'ailleurs chez le duc de Guise, un modèle pris sur le jeune de banlieue.